Dans cette partie, on va voir le PGCD de deux entiers naturels. Donc, comme d'habitude, on va commencer par une définition. Alors là, nous aussi, ce qu'on va voir, c'est pas très très difficile. Donc, on va prendre déjà, on va faire une convention de notation. Quand on a un entier non nul, on va noter D de A comme ceci, hein, D parenthèse A, donc l'ensemble des diviseurs positifs de A, des diviseurs positifs. Alors, il arrivera parfois qu'on travaille avec des diviseurs négatifs, enfin des diviseurs dans Z plus exactement, donc les positifs et les négatifs. Donc, dans ce cas-là, on le précisera dans l'énoncé. On pourra se permettre d'utiliser la même notation, hein. L'essentiel, c'est que ça soit bien écrit dans l'énoncé. Après, A, c'est un entier non nul, c'est un entier relatif, alors il pourrait être négatif. Par exemple, si vous prenez moins 6, hein, les diviseurs positifs de moins 6, bah, ce sera 1, 2, 3, 6. Donc ça, ce sera pas gênant. Alors, une fois qu'on a cette notation, bah, on donne quelques exemples. Un D de 5, c'est les diviseurs positifs de 5. Bon, bah, il n'y a que 1 et 5. Pour 10, il y a 1, 2, 5, 10. Pour 11, il n'y a que 1 et 11. Et j'ai écrit que les diviseurs de moins 11, les diviseurs positifs de moins 11, bah, c'est les mêmes diviseurs positifs. Ce sont les mêmes diviseurs positifs que ceux de 11. Alors, à noter quand même une petite astuce, une petite méthode. Alors, il y a plusieurs façons de trouver tous les diviseurs d'un entier. Il y a une méthode qui consiste à utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers et de faire un arbre. Bon, elle est un peu longue, mais elle est valable quand il y a beaucoup de diviseurs, hein, quand ils sont nombreux. Mais sinon, on peut le faire comme ça. On commence toujours par 1, hein. 1, il divise tout le monde. Donc, 1, il va diviser 10, et 10, bah, c'est 1 fois 10. Donc, en fait, quand vous avez un diviseur, vous en avez toujours un deuxième. Enfin, pas toujours, parce que pour 25, bon, bah, quand vous le faites avec 5, ça fait 5 fois 5. Bon, bah 5, il va compter qu'une fois, bien sûr. Mais on va dire souvent, hein, quand on a un diviseur, on a un deuxième. Il y a son, il y a son copain. Voilà. Alors après, on va essayer autre chose que un. Bon, bah après, on essaye 2. Bah ouais, 2 il divise 10, c'est bien. Donc on va le noter, 2. Et puis bah 10, c'est 2 fois quoi? 2 fois 5. Donc il y aura aussi 5 qui sera un diviseur de 10. Et puis après 2, bah, on va essayer 3. Bah, 3 ne divise pas 10. 4 il ne divise pas 10. Et après, on passe à 5. Donc là, vous êtes sûr, en faisant ça, d'avoir tous les diviseurs de 10. Voilà, une petite astuce, parce que des fois on en oublie, hein, donc il faut quand même être assez méthodique. Passons à la suite, donc on va trouver une nouvelle notation. Donc lorsque on prend deux entiers non nuls, ou alors pourquoi on ne prend pas zéro, hein, parce que bah, les diviseurs de zéro, c'est tout le monde en fait, tout le monde divise zéro. Donc il y en aura une infinité des diviseurs de zéro. Or, dans ce qu'on va faire par la suite, je vais utiliser une notion de le plus grand élément d'un certain ensemble. Et ce plus grand élément, bah, pour être sûr qu'il existe, il faut que l'ensemble il soit fini, hein. Donc, je ne peux pas travailler avec des ensembles infinis. Ceci dit, on verra cette année une autre façon d'aborder le PGCD où on pourra travailler avec zéro sans souci avec notre définition, ça ne posera pas de problème. Mais avec celle qu'on va utiliser tout à l'heure, ça posera problème. Donc, j'exclus zéro. Bon, ce n'est pas très important, zéro, on ne l'utilise jamais, hein. Donc, D de AB, DA virgule B, c'est l'ensemble des diviseurs communs de A et B. Et on remarque que bah, l'ensemble des diviseurs communs de A et B, bah, c'est l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B. Positif toujours. Voilà, c'est une petite remarque. Alors, on va faire un petit exercice. On vous demande de trouver les diviseurs de 30, de 45, puis les diviseurs communs à 30 et 45. Mettez sur pause, faites-le, hein, c'est vite fait. Donc, on trouve pour les diviseurs de 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Et pour les diviseurs de 45, 1, 3, 5, 9, 15, 45. Et bon, bah là, il faut regarder les diviseurs qui sont communs. Donc, bah, il y a 1, il y a 3, il y a 5 et il y a 15. Donc, D de 30, 45, c'était 1, 3, 5, 15. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir définir ce qu'est le PGCD
de deux entiers non nuls. Donc A et B, on les prend dans Z étoile, hein, tous les deux. Donc le PGCD de A et B, donc c'est le plus grand élément de D de AB. Voilà. Donc en particulier, le PGCD de 30 et 45, c'est 15. Bon, comme son nom l'indique, hein, PGCD, vous avez l'habitude, hein, vous avez vu ça quand vous étiez petit, c'est plus grand commun diviseur. Bon, les Anglish, ils disent GCD, hein, pour Greatest Common Divisor. Donc souvent, quand on utilise les logiciels de calcul formel, il faut se rappeler de GCD, hein. Voilà, donc on va donner en exemple le calcul de ces trois PGCD. Donc, on va trouver les diviseurs de 30, ce qu'on a fait ici, les diviseurs de 45. Bon, alors ils sont donnés en haut, hein, je pourrais les recopier, mais refaisons la méthode une deuxième fois qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on commence toujours par 1 qui divise toujours 45, et 45, c'est 1 fois 45, donc il y a deux diviseurs, 1 et 45. De toute façon, il y a toujours 1 et... Quand on cherche les diviseurs de A, il y a toujours 1 et A. Alors après 45, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, hein, la somme de ces chiffres est divisible par 3, donc il y a 3. Et 45, eh bien, ça fait 3 fois 15. Donc il y aura 15 aussi. Après 3, bah, on essaye 4. Bah, y a pas de... c'est impossible, hein. 45 est impair, donc on essaye 5. Ah bah oui, 5 ça marche. Et 45, c'est 5 fois 9. Après, bah, on n'essaye pas 6 parce qu'il est pair. 7. Ben, il ne divise pas 45. 8, il est pair, c'est mort. Et après, on passe à 9, qui est déjà dans la liste. Donc, on est sûr d'avoir tout. Donc, maintenant, on peut trouver les éléments communs à ces deux ensembles. Bah, c'est 1, 3, 5, 15. Bon, c'est une répétition de ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Et donc, le PGCD de 30 et 45, eh bien, c'est 15. Voilà, donc vous pouvez faire pareil avec les autres. Je vous laisse le faire. Mettez sur pause. Et puis, bon, bah, on va regarder la solution vite fait, hein. C'est pas, vous comparez, c'est pas très difficile. Donc le deuxième, le PGCD, c'était 6 et après c'était 10. Alors, un premier lemme qui est important, qui s'appelle le lemme d'Euclide, qui dit que lorsqu'on a, alors on peut travailler dans Z étoile pour tout le monde. Bon, on peut prendre Q et R éventuellement nul, ça ne changera pas. Non, on ne va pas les prendre nuls, hein, on va travailler, non, non, on va les travailler non nuls pour tout le monde. Voilà. Alors le PGCD entre A et B, c'est le même que le PGCD entre B et R, à partir du moment où on a cette relation entre A, B, Q, R. Alors, ça ressemble beaucoup à la division euclidienne, mais ce n'est pas forcément la division euclidienne. Là, je n'ai pas imposé pour R d'être compris entre 0 et B strictement, ou valeur absolue de B. Je n'ai pas imposé ça ici. Donc, R, il peut être vraiment, donc, il est libre. Mais on a donc cette égalité de BGCD. Donc, bien sûr, nous, on va l'utiliser dans le cadre de la division euclidienne, parce qu'on verra que plutôt que de calculer le PGCD de AB avec A et B des grands nombres, ça reviendra à calculer le PGCD de B et R. Alors, B, c'est sûr, il sera beaucoup plus petit que B, hein. Il sera même plus, enfin, beaucoup, il sera plus petit que B. Et en fait, on va recommencer ceci pour faire des divisions euclidiennes successives. Et donc, pour diminuer les nombres, pour après trouver facilement le PGCD. Voilà, donc oui, bah, ma remarque, je l'élimine. On va prendre tout le monde non nul. Alors la démonstration, elle est rigolote et assez instructive. Donc on veut démontrer que, alors c'est important ce que je vais dire pour les exercices, hein, au niveau de la méthode. On veut démontrer que deux PGCD sont égaux, et bien sûr, ce ne sont pas des PGCD concrets, ce n'est pas des nombres en fait, hein. On ne veut pas démontrer que le PGCD de AB c'est 17. Donc dans ce cas-là, la méthode, c'est toujours, on nomme les PGCD. Donc on veut démontrer que deux PGCD avec des lettres sont égaux, nommons-les. Donc le premier, je le nomme D, celui-ci, et son copain, ici, je vais le noter delta. Alors je vais utiliser, comme D, c'est le PGCD de AB, bah forcément c'est un diviseur commun. C'est le plus grand, certes, mais c'est un diviseur commun, et c'est ce qu'on utilise, hein, tout le temps.
Donc, comme c'est un diviseur commun, bah, il va diviser A et B. Et comme il divise A et B, il divise n'importe quelle combinaison de A et B. Bah, qu'est-ce que je vais choisir comme combinaison? Je vais choisir, pour avoir ici, A moins QB. Comme ça, A moins QB, ça va donner R. Donc, ça me donnera que D divise R. Donc, une fois que j'ai D divise R, je rappelle que D, il divise aussi B. Hein, c'est par définition, hein, c'est le PGC de AB, donc D divise B. Donc D divise B, D divise R, bah, donc D, c'est un diviseur commun de B et R. Donc forcément, quand on a un diviseur commun de B et R, il est forcément plus petit que le PGCD de BR. Donc D, il est forcément plus petit que delta. Et on va faire ce raisonnement dans l'autre sens. On va partir de delta PGCD de BR. Donc delta divise B, delta divise R. C'est un diviseur commun, forcément, donc qui divise n'importe quelle combinaison de B et R, et j'ai choisi comme combinaison pour avoir BQ plus R, qui me donnera A. Donc delta divise A. Alors delta il divise A, mais je rappelle que delta est divisé B aussi, donc delta c'est un diviseur commun de A et B, donc forcément il est plus petit que le PGCD de AB, donc il est plus petit que D. Donc on a montré que D est plus petit que delta il est plus petit que D. Bon bah il n'y a plus qu'une seule possibilité, c'est que D est égal à delta. Voilà, donc la démonstration elle est jolie, elle n'est pas très dure. Et elle est très instructive pour les méthodes, en fait. On va passer à l'algorithme d'Euclide, qui est l'algorithme des divisions euclidiennes successives, qui est fondamental dans tout ce qui va suivre. Donc, je l'ai écrit en français. Donc, en français, ça nous dit que le PCD de deux entiers est le reste qui précède le premier reste nul dans la série des divisions euclidiennes successives. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, la série des divisions euclidiennes successives, donc on va un petit peu préciser tout ça. Bon, faisons-le à travers un exemple. Donc, on veut trouver le PGCD de 654 et 126. Donc, je fais la division euclidienne de 654 par 126. Donc, on obtient cette égalité. Donc, d'après le lemme d'Euclide, il nous dit que le PGCD entre 654 et 126, c'est le même que le PGCD de 126 avec 24. Ce qu'on a écrit ici. 24, que je vais mettre en vert aussi. Voilà. Maintenant, on va faire la division euclidienne de 126 par 24. Donc on le fait. On trouve que 126, c'est 5 fois 24 plus 6. Donc le PGCD entre 126 et 24, c'est le même que le PGCD entre 24 et 6. Sauf que le PGCD entre 24 et 6, bah, il est simple puisque 6 il divise 24. Donc le PGCD il est forcément plus petit que 24 et 6. Et comme 6 il divise 6 et 6 il divise 24, bah, 6 c'est un diviseur commun. Donc c'est un diviseur commun et le PGC il est forcément inférieur ou égal à 6. Voilà, donc c'est forcément 6. Voilà pour ce petit exemple. Bon, tout se traite de cette façon-là. Alors ça c'est pratique à division euclidienne successive. Ça permet d'obtenir des résultats assez rapidement. Donc moi j'avais annoncé que c'était le reste qui précède le premier reste nul. Donc quand on continue la division euclidienne, on obtient 24 égale à 4 fois 6, bah, plus 0 puisque ça tombe juste. Donc, la reste nul. Donc, le PGCD, c'est le reste qui précède, c'est-à-dire c'est 6. Donc, on utilisera ça sans réfléchir systématiquement. Là, je vous ai écrit ça pour que vous compreniez le mécanisme. Alors, on peut faire bien évidemment la démonstration de ce théorème. Vous pouvez le passer dans une première lecture si vous voulez. Donc pour ça, il faut écrire les divisions euclidiennes successives. Alors c'est un peu pénible, il faut avoir des indices. Donc on écrit A égale BQ0 plus R0. Puis après, on fait la division euclidienne de B par R0. Donc B c'est R0 Q1 plus R1. Puis après, on fait la division euclidienne de R0 par R1. Donc R0 c'est R1 Q2 plus R2, etc. Donc j'ai marqué les résultats de l'algorithme d'Euclide ici avec les PGCD qui sont égaux, hein. Donc PGCD de AB, c'est le même que celui de BR0, qui est lui-même égal au BCD de R0, R1, de R1, R2, etc. Donc en fait, il y a toute une descente. Donc les restes, la suite des restes ici, bah, on a R0 qui est inférieur strict à B, mais après R1 elle sera inférieur strict à R0, R2 inférieur strict à R1.
Donc on a des règles, ce sont des entiers naturels qui sont strictement décroissants. Donc quand on a une suite d'entiers naturels strictement décroissantes, eh ben forcément à un moment donné, on va arriver à zéro et on va s'arrêter. Donc on a écrit ici l'avant-dernière ligne, et ici la dernière ligne avec un reste nul. Donc le PGCD de AB, c'est le même que celui de Rn-1 Rn. Et celui de le PGCD de Rn-1 Rn, bah, il est facile puisque Rn est divisé Rn-1, donc le PGCD c'est Rn. Rn qui est bien le reste qui précède le premier reste nul. Dans la suite des divisions euclidiennes, comme annoncé. Bien, alors il y a un mathématicien français au 19e siècle, enfin fin du 19e, avait fait une petite trouvaille et il avait notamment montré que pour connaître le nombre enfin, pour évaluer le nombre de divisions euclidiennes à faire, pour arriver au résultat, eh bien, il a montré qu'il faut au plus 5 cas étapes ou quel nombre de chiffres de B. Donc ici, par exemple, dans cet exemple, hein, B c'est 126, il a 3 chiffres. 5 fois 3, 15, donc il n'y aura pas plus de 15 divisions euclidiennes. Bon, il n'en a fallu que 3, hein. Mais en fait, voilà, ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur. Donc c'est assez rapide, hein. C'est un algorithme qui est très efficace, hein. C'est un algorithme qui est très très ancien. Généralement, les algorithmes anciens qui sont parvenus jusqu'à nous, c'est parce qu'ils étaient très très efficaces. Voilà, donc bah, je vous demande de calculer le PGCD de 1678 et de 656. Donc faites sur pause, mettez sur pause et faites les divisions euclidiennes successives. Voilà, donc la solution, elle n'était pas très difficile. Bah, on fait les divisions euclidiennes successives, hein. Il n'y en avait pas énormément. Et on obtenait à la fin comme PGCD, bon quand même, hein, c'était pas très agréable à faire. On obtenait 2. Voilà. Alors, quelques propriétés, le PGCD de K à KB. Donc, on va voir qu'on va pouvoir mettre K en facteur. Donc, prenons des entiers relatifs. Bon, j'ai pris des naturels, mais on peut faire des entiers relatifs aussi. On peut prendre K dans Z, mais dans ce cas-là, il faudra utiliser la valeur absolue à un moment donné. Donc, le PGCD de K à KB, ce sera K fois le PGCD de AB. Et si jamais K est négatif, ici, il faudra mettre une valeur absolue. Bon, la démonstration, elle provient exactement de ça, où en fait, on utilise ça et on multiplie tout par K, en fait. Ici, on a KA égale KB Q0 plus R0, nanana, et etc., etc. Avec KR0 qui sera plus petit que KB, forcément, puisque R0 est plus petit que B. Donc, en fait, on recopie tout ce qu'on a fait précédemment en multipliant tout par K, et ça nous donne donc le résultat à la fin. Donc, j'ai mis des points de suspension pour accélérer. Ah oui, alors là, j'ai fauté. Et donc, on obtient cette dernière étape et on voit que le PGCD, bon, bah, ce sera KRN avec RN, le PGCD de AB. Donc, on a bien l'égalité, on a bien démontré l'égalité annoncée. On va donner une définition de ce que c'est que deux entiers premiers entre eux. Donc, deux entiers premiers entre eux, c'est lorsque leur PGCD vaut 1. Donc, deux entiers non nuls, hein. Voilà. Donc, en fait, ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Et si on veut chez les négatifs, bon, il y a 1 et moins 1. Mais il n'y a rien d'autre. Donc, dans l'exercice suivant, donc on va donner trois nombres et il faut déterminer les couples d'entiers qui sont premiers entre eux. Donc, dans le PGCD vaut 1. Donc, c'est un exercice bébête. Il faut calculer le PGCD. Donc, le PGCD de 45 et 12, 45, 10, 119, 45 et 143, 12, 119, 12 et 143 et 119 avec 143. Donc, mettez sur pause, faites-le et je vous affiche le résultat tout de suite. Bon, alors, il faut les faire les exercices, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, j'ai pas fait le détail, hein, j'ai juste donné les résultats. Donc, on trouvait un tout le temps, sauf pour 45 et 12. Donc, maintenant, on va donner une propriété
qui sert pas mal dans les exos. Donc, si on prend deux entiers relatifs, non nuls, et on appelle D leur PGCD, bien, eh bien, forcément, D il divise A, donc A il pourra s'écrire D fois quelque chose. Ici, je l'ai appelé D fois A'. Et D il divise B, donc B il s'écrit D fois quelque chose. Bien. Eh bien, on a la propriété suivante, c'est que le PGCD de A' et B', c'est toujours égal à 1. Bah forcément, hein, parce que si on pouvait les diviser par quelque chose, le D, là, il ne serait pas assez grand. Donc, ce ne serait pas le plus grand commun diviseur. Alors, on peut faire la démonstration parce qu'elle n'est pas très difficile. Donc, on part du PGCD de AB, qui n'est autre que le PGCD de DA' DB', hein, puisque A c'est DA' et B c'est DB'. Et grâce au théorème précédent, D étant positif, on peut le sortir du PGCD. Et donc, en divisant tout par D, hein, qui est non nul et au moins égal à 1, on obtient que le PGCD de A'B' c'est 1. Donc, ça tombe tout seul. Donc, A' et B' sont promis entre eux. Donc, c'est une propriété importante qu'il faut retenir, apprendre, retenir. Alors, propriété utile et exercice. Donc, quelques petites choses, hein. Donc, le PGCD est toujours plus grand que 1. Il est toujours plus petit que A. Le PGCD de AB est aussi toujours plus petit que B. Il ne peut pas les dépasser, hein. Bah, forcément, c'est un diviseur de A et un diviseur de B. Donc, un diviseur commun A et B, donc il sera forcément plus petit que A et B. Voilà, donc il faut s'en rappeler, ça peut servir. Et alors, au niveau de la méthode, effectivement, quand on écrit D égale PGCD de AB, on utilise le fait que D est un diviseur commun de AB, donc D divise A et D divise B. Et donc, D va diviser n'importe quelle combinaison de A et B, et c'est ce qui est très utilisé dans les exercices. Il faut prendre la bonne combinaison qui convient dans l'exercice. Alors oui, la convention, quand on parle de PGCD de deux entiers, on les suppose forcément non nuls, donc les entiers. Donc si je prends le PGCD de n plus 2 et 3n plus 5, par exemple, bah forcément, je présuppose que n plus 2 est non nul, donc que n est différent de moins 2, même si ce n'est pas écrit dans l'énoncé. Mon 3n plus 5 ne pourra jamais s'annuler, hein, puisqu'on travaille uniquement avec des entiers. Voilà, de même, voilà, c'est la convention. Alors, propriété, donc si A divise B, alors on l'a déjà vu hein, tout à l'heure finalement avec 24 et 6, si vous vous rappelez. Donc si A divise B, le plus grand diviseur commun entre A et B, bah, ce sera 1, on ne pourra pas dépasser A. Bon, la démonstration, ça vaut le coup de l'écrire, mais enfin, elle n'est pas très longue. Donc, on nous dit que A, c'est un diviseur de A, forcément. A divise B, bah, donc, s'il est dans, petit a, il est dans D de B, bah, donc il est dans les deux. Donc, comme il est dans les deux, bah, forcément, leur PGCD, comme c'est le plus grand, il est forcément supérieur ou égal à A. Or, on a vu tout à l'heure que le PGCD de AB était plus petit que A et plus petit que B, donc en particulier plus petit que A. Bah, donc, s'il est plus grand et plus petit que A, il est égal à A. Quand je dis plus grand et plus petit, c'était au sens large. Alors, théorème. Donc, si on a un diviseur commun de A et B, alors attention, D ici, c'est pas le PGCD, hein. Je pourrais le noter C, hein. Si C divise A et C divise B, alors C divise le PGCD de A et B, toujours. Donc, alors que tout à l'heure, on pouvait juste dire que si on a un diviseur commun de A et B, il est plus petit que le PGCD de AB. Mais là, c'est plus fort. Non seulement il est plus petit, mais il le divise. Donc, ça vaut le coup de l'écrire. On peut faire sa démonstration, hein, c'est pas très long. Donc, bah, D divise A, D divise B. Donc, A, j'écris DA' et B, j'écris DB'. Donc, le PGCD de AB, c'est le PGCD de DA', DB'. Je sors le D, mais là, j'ai pas d'information sur son signe, donc je suis prudent, je mets une valeur absolue. Et donc, le PGCD de AB, c'est quelque chose, c'est D, pardon, en valeur absolue fois un entier. Bah, donc, ça veut dire que valeur absolue de D divise PGCD de AB. Donc, dire qu'un nombre en divise un autre, c'est dire aussi que son opposé le divise, hein. C'est pas un changement de signe qui apportera un changement dans la relation de divisibilité. Voilà, donc le calcul du PGCD de 60 et 45. Donc à l'aide des décompositions à facteurs premiers.
Donc 45, c'est 3 au carré fois 5. Pareil pour 60, c'est 2 au carré fois 3 fois 5. Donc on remarque ici que il y a 5 qui sera commun, il y a 3 qui est commun, et là on peut l'écrire une fois, donc il y aura 15 en commun, donc c'est pour ça que 65, je l'écris en 15 fois 4, et 45 en 15 fois 3, je sors le 15, et le PGCD de 4, 3, bah, c'est évident, le PGCD de 4 et 3, ils n'ont aucun diviseur commun, à part un. Donc leur PGCD, c'est un. Voilà, c'est une façon de faire aussi, pour utiliser les propriétés. Bon, on fait plutôt division euclidienne en fait, hein. Voilà, donc là, bah, mettez sur pause, hein, puis faites les divisions euclidiennes successives pour ces deux-là. Bon, alors j'étais courageux, je les ai faites. Je vous les ai écrits. Bon, cette fois, c'est un peu lent. Il existe des programmes, hein, qui peuvent le faire. Donc pour le premier, c'était 3. On peut faire du code là-dessus, hein. Je peux vous donner deux algorithmes qui nous permettraient d'avoir le PGCD assez rapidement. Et puis ces divisions euclidiennes successives, hein, ça peut les afficher aussi, c'est quand même pas mal. Voilà, et le deuxième, le PGCD, c'était 1. Voilà, donc bah, donnons-les maintenant, les algorithmes. Donc on va définir deux fonctions, la fonction PGCD et la fonction diveucle pour division euclidienne. Alors c'est bête, hein, c'est tant que alors le pourcent ça veut dire le reste de la division euclidienne de A par B. Donc tant que le reste de la division euclidienne de A par B est non nul, bah, c'est ce que nous dit notre théorème, hein. Bah, on va utiliser le fait que PGCD de AB, c'est PGCD de B R. Donc comme c'est vrai, je peux remplacer A et B par B et R. Bon, R, ça s'écrit comme ça, hein, division euclidienne de A par B. Donc ça, c'est une écriture Python condensée, hein, qui permet de changer simultanément la valeur de A et B. Donc tant que le reste est non nul, il fait ça. Et puis quand le reste est nul, bah, il ne le fait plus. Donc quand le reste est nul, c'est-à-dire que bah, ça c'est nul, bah, donc le PGCD, ce sera B. C'est pour ça qu'on fait return B. Et ici, c'est un print, hein, c'est de l'affichage pour avoir toutes ces égalités-là qui s'affichent sur votre calculatrice. Voilà, pour vérifier ces calculs, c'est rigolo. Bon, alors, je fais des bêtises. Alors, exercice 40. Alors, un peu plus difficile, puisqu'il va falloir donner le PGCD entre n plus 2 et 3n plus 5. On va faire un peu comme avec les nombres, hein. Donc, on va partir de 3n plus 5. On va essayer de l'exprimer quelque chose fois n plus 2, ou de partir, il y a deux façons de faire, hein, ou de partir de D égale le PGCD des deux, donc D divise les deux, et donc il divise une combinaison de ces deux-là, et bah, comme combinaison, je choisis celle qui va éliminer les n. Et là, magie, j'ai de la chance, j'obtiens à la fin, le résultat de cette combinaison, c'est 1. Bah, donc ça veut dire que D, bah, il divise 1, bah, donc c'est 1. Si les seuls diviseurs communs, c'est les diviseurs de 1, D, c'est 1. Donc ils sont premiers entre eux. En l'exercice 41, c'est pratiquement le même. Donc je vous laisse mettre sur pause, faites-le. Donc quand on le fait, on fait la même chose, hein. On fait une combinaison pour éliminer les n, donc on obtient que D divise 2. Donc là, 2, il a mes deux diviseurs positifs, c'est 1 et 2. Donc il y a deux possibilités pour l'instant pour D, pour le PGCD, c'est 1 ou 2. Alors maintenant, voilà, c'est la difficulté de cet exercice, et là on ne sait pas trop trancher. Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2? Bon, en fait, quand on regarde la tête du nombre ici, 4n, bah, il est pair, mais plus 1, il va devenir impair. Donc lui, il est impair, donc il ne peut pas être divisible par 2. Donc le PGCD, ça ne peut pas être 2. Parce que 2 divise même pas le premier. Bah, si c'est pas 2, c'est 1. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. On va dire que 4n plus 1 est impair. Donc le PGCD, il est forcément impair. Donc comme c'est 1 ou 2, bah, c'est 1. Exercice 42. Il faut montrer que deux PGCD sont égaux. Donc là, bah, on va utiliser la méthode qu'on avait vue tout à l'heure pour démontrer que deux PGCD sont égaux. Bah, on les nomme et on démontre que l'un. Alors, tout à l'heure, on avait démontré que l'un est plus petit que l'autre et que l'autre est plus petit que l'un. Mais là, on va pouvoir démontrer que l'un divise l'autre et que l'autre divise l'un. Donc, si on a D divise delta et delta divise D, et qu'on est avec des nombres positifs,
eh ben, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que les deux nombres sont égaux. Si on n'a pas d'informations sur les nombres, ils sont soit égaux, soit opposés. Donc c'est ce qu'on va faire. Je peux mettre sur pause, hein. Voilà, donc je fais une première combinaison. Donc D, c'est un diviseur commun de A et B aussi. Et pareil pour delta, voilà. C'était pas très difficile. Alors un autre exercice, il faut calculer PGCD de AB ici. Donc mettez sur pause, essayez-vous. Donc pareil, on va dire que le PGCD, on va l'appeler D, et puis bah, il divise l'un, il divise l'autre, donc il divise n'importe quelle combinaison des deux. Bah, je vais bien sûr faire A moins 7B, hein, pour éliminer les n carrés. Puis ça me fait 2. Ah bah je suis content. Donc D c'est un ou 2, hein, même punition que tout à l'heure. Alors est-ce que ça peut être 1 ou 2? Donc on va faire la distinction selon la parité de n, hein. Si n est pair, n carré, bah, il est pair. N carré est pair, je le multiplie par 7, bah, il reste pair, plus 23, un nombre pair plus un impair, c'est un nombre impair. Donc A est impair. Bon, bah, c'est mort, D ne peut pas être égal à 2, donc c'est 1. On peut même faire avec l'autre, hein. Dans le cas où n est impair. Donc n carré, bah, il a aussi un pair. On lui rajoute 3, bah, il deviendra pair. Euh, et donc, B est pair et A aussi est pair, dans le même raisonnement. Donc 2 est un diviseur commun des deux. Or, on avait une hésitation entre d égale 1 et d égale 2. Bon, bah, si 2 est un diviseur commun, le PGT il est supérieur ou égal à 2. Bon, bah, donc c'est 2. Alors, le 44, il faut montrer que le PGT de ces deux entiers, c'est 1. Mettez sur pause, faites-le. Donc, bah, comme d'habitude, on va nommer le PGCD, puis on va dire que divise l'un et il divise l'autre, donc il divise une combinaison des deux. Bon, là, j'accélère un petit peu parce que c'est toujours la même chose. J'obtiens donc que D divise N. Donc là, la petite astuce, donc notre combinaison, elle a fait partir les n carrés finalement, mais on obtient D divise N, alors on n'est pas très content, et c'est là qu'il faut se rappeler que D divise aussi 2n plus 1, donc on va utiliser le fait que D divise N maintenant, et D divise 2n plus 1, donc je vais faire une combinaison de ces deux-là, entre 2n plus 1 et n, donc je vais choisir n multiplié par moins 2, hein, donc je pourrais marquer ici plus moins 2, hein, pour faire bien apparaître la combinaison. Et puis bon, on obtient 1, donc D divise 1. Bon, bah, si D divise 1, on n'a plus le choix, D égale 1. Voilà pour cette première petite série d'exercices. On en a déjà 44, hein, c'est pas mal. Et bon, bah, bon courage pour la suite. Travaillez bien ça avant d'aborder la suite.